La première partie achevée de ce chapitre sur l'Europe entre Restauration et Révolution 1814-1848, passons au grand 2, la France entre Restauration et Révolution 1814-1848. Et je reprends en tête de chapitre cette liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, 1830. Cette deuxième partie, la France entre Restauration et Révolution, elle-même divisée en 3 sous-parties. Grand A, le retour du roi. Grand B, la Révolution de Juillet ou les 3 Glorieuses de 1830. Et enfin grand C, la monarchie de Juillet. Dans ce grand A du retour du roi, il s'agit bien du retour de la monarchie en France. Avec Louis XVIII, frère de Louis XVI, qui va régner de 1815 à 1824 en France. Petit 1, Louis XVIII, 1815-1824. Frère cadet de Louis XVI, Louis XVIII naît en 1755 à Versailles. Il s'exile en 1791 pour échapper à la terreur, et c'est un roi âgé qui revient en France, couronné roi à 68 ans et déjà malade lorsqu'il monte sur le trône. De plus, il s'agit effectivement de la volonté de Metternich, au congrès de Vienne, de rétablir la monarchie des Bourbons en France. Il ne s'agit pas en revanche d'un retour de l'absolutisme. Une charte, un ensemble de règles, va garantir les principaux droits issus de la Révolution et de l'Empire. C'est la charte de 1814. Petit 2 donc, la charte de 1814. En effet, l'exécutif reste aux mains du roi de France, qui nomme la Chambre des Pairs et ses ministres. Le roi peut également dissoudre une Chambre des députés élus pour 5 ans par 110 000 électeurs de plus de 30 ans qui paient un impôt direct de plus de 300 francs. Il s'agit donc d'un suffrage censitaire fondé sur l'impôt et donc sur la richesse. Aussi voyons de plus près cette charte de 1814 en précisant qu'il ne s'agit pas d'une monarchie parlementaire puisque le gouvernement n'est en aucun cas responsable de sa politique devant un parlement. C'est-à-dire que l'exécutif, le roi de France, ses ministres, n'ont pas à rendre compte devant un pouvoir législatif. Voyons de plus près dans l'organigramme la Chambre des Pairs comme la Chambre des députés, distinguée comme pouvoir législatif. Tout d'abord la Chambre des Pairs. Vous pouvez trouver une certaine équivalence à l'époque en Grande-Bretagne avec la Chambre des Lords. En effet, ce nombre de pairs y est illimité en France. Les princes de la famille royale, comme les princes de sang, en sont membres de droit. Quant à la Chambre des députés, vous remarquez qu'ils sont exclusivement des hommes, élus à 40 ans révolus. De plus, ils doivent nécessairement payer un impôt supérieur à 1 000 francs. Le critère d'éligibilité s'opère donc par la richesse. Avec à peine 110 000 électeurs, pour plus de 30 millions de Français, vous obtenez un ratio du corps électoral de moins de 0,4%. Et si l'on établit aujourd'hui un comparatif certes biaisé avec l'allongement de l'espérance de vie et le recul à 18 ans de la majorité, l'on obtient sur un total de plus de 66 millions de Français, environ 46 millions d'électeurs, soit 69%. Une nation qui s'est sévèrement contractée depuis les idéaux révolutionnaires de 1792. Mais cette charte de 1814, c'est aussi une véritable politique réactionnaire.
Une politique réactionnaire par la censure, l'interdiction, et notamment l'interdiction de la Marseillaise. Le retour du drapeau blanc, couleur de la royauté. Mais aussi le catholicisme, proclamé religion d'État. Au décès de Louis XVIII en 1824, c'est son plus jeune frère, Charles X, qui monte sur le trône de France. La deuxième restauration donc avec Charles X. Petit roi, Charles X, 1824-1830. Charles-Philippe de France est lui né en 1757 au château de Versailles. Il est le premier membre de la famille royale à émigrer très tôt, le 16 juillet 1789. À la différence de son frère Louis XVIII, l'absolutisme reste sa référence. Pendant les 6 années de son règne, Charles X va se rapprocher des ultras, c'est-à-dire les royalistes, farouchement opposés à la charte de 1814 et en faveur d'un retour de l'absolutisme. Ces tentatives constantes de modifier la loi électorale, comme de supprimer la liberté de la presse, vont aboutir aux ordonnances de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830. Et ce sont ces ordonnances qui vont être à l'origine de la Révolution de juillet 1830. C'est pourquoi dans un grand B, la Révolution de 1830, nous allons voir l'amorce de ces 3 glorieuses par les ordonnances de Saint-Cloud. Ces 3 glorieuses, métaphores de 3 jours de révolution. Grand B, la Révolution de juillet 1830. Et dans ce grand B, le petit 1, les 3 glorieuses, soit les 3 jours d'insurrection des 27, 28 et 29 juillet 1830, qui font face au portrait en pied de Charles X lors de son sacre, car il est bien à l'origine, par ces ordonnances de Saint-Cloud, de cette insurrection populaire. Aussi une interrogation tout à fait légitime, que recouvrent ces ordonnances de Saint-Cloud? Le terme même d'ordonnance vous indique qu'il s'agit d'une décision royale et en aucun cas qu'elle émane du pouvoir législatif. En effet, Charles X, par ses ordonnances royales, renvoie la Chambre des députés alors qu'elle vient tout juste d'être élue. Déjà une conception très restrictive de la nation, basée sur le critère censitaire de la richesse. Et là, le roi remet en cause cette charte de 1814 qu'il avait cependant garanti de respecter. La censure de la presse va faire sortir dans les rues de Paris les ouvriers typographes, mais aussi tous les petits métiers, tous ceux qui n'ont pas oublié les barricades des années 1790 et qui pendant ces 3 jours vont enlever les pavés des rues, manifestant leur refus de ce retour à l'absolutisme. Et c'est tout naturellement que nous allons substituer la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix au tableau en pied de Charles X. Eugène Delacroix a 32 ans lorsqu'il peint ce tableau le 28 juillet où la liberté guidant le peuple. D'une famille riche, il est déjà connu en 1830 pour des œuvres précédentes qui ont assuré sa renommée. Ami de Géricault, dont il est très proche, nous verrons l'emprunt vraisemblable d'éléments du radeau de la Méduse intégrés en hommage à l'œuvre de son ami. Jusque dans les années 2010, exposée au Louvre à Paris, cette liberté guidant le peuple est aujourd'hui visible au Louvre-Lens, dans le département du Pas-de-Calais. Tableau magistral, gigantesque et mondialement connu. Mondialement connu pour cette allégorie de la liberté qui trône dans le point de fuite du tableau. Attachons-nous donc à replacer
ce tableau dans l'histoire picturale de l'œuvre de l'auteur et étudions par la suite chaque personnage pour lui faire correspondre une identité dans ce Paris insurrectionnel des Trois Glorieuses. Petit B, le 28 juillet, où la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. La liberté guidant le peuple est l'exemple même d'une œuvre romantique par l'exaltation des sentiments. Très grand par ses dimensions, 2,6 mètres de hauteur et 3,25 mètres de longueur, connue mondialement, cette figure de la liberté n'est pas la première allégorie qui a fait connaître Eugène Delacroix dans son siècle. En effet, après le massacre de Chios en 1822, exaction commise par les Ottomans contre les Grecs, Eugène Delacroix se fait connaître en 1824 par une représentation de la Grèce éplorée sur les ruines de Missolonghi. Cette époque de la peinture romantique multiplie des allégories en référence directe aux déesses grecques représentant ou des valeurs, ou des idées, ou des nations. Fils d'ambassadeur, Eugène Delacroix a passé son enfance et sa jeunesse à voyager. Observateur des événements historiques de son temps, il s'appuie sur des ruptures majeures pour en faire les sujets de ses tableaux. Cette allégorie de la Grèce est ici incarnée par cette jeune femme vêtue d'habits traditionnels. Éplorée, elle écarte les mains devant les monceaux de cadavres qui s'entassent à ses pieds. C'est une très jeune femme, comme ce nationalisme d'indépendance grecque réclamant un État indépendant de l'Empire ottoman. Et vous remarquez aussi sa poitrine dénudée que l'on retrouvera dans la liberté guidant le peuple. Et ne pas établir de contresens. Il s'agit là de l'évocation d'une nation nourricière, une idée de la Grèce, une idée de la liberté qui va nourrir des générations de Français en 1830 ou de Grecs en 1822. Delacroix reprend dans ce romantisme pictural la statuaire grecque. Il n'y a donc pas de volonté de sexualisation dans ces représentations, mais bien une symbolique. Ces jeunes femmes, à l'allure martiale, à l'allure éplorée, sont des représentations, des incarnations d'idées, des allégories. Quant à l'Empire ottoman, vous voyez en arrière-plan, à votre droite et à la gauche de la Grèce, un représentant de la caste des soldats, un janissaire, avec des attributs distinctifs, enturbanés et armés. Quant au décor choisi par le peintre, vous constatez le soin qu'il a porté au ciel, un ciel orageux, un ciel de tempête, un ciel nocturne qui répond aux sentiments, aux bouleversements que ressent cette jeune nation grecque. Commençons par cette jeune femme, l'allégorie de la liberté, dans le point de fuite de l'ensemble pictural. Héritière des sans-culottes de la prise de la Bastille, elle est vêtue comme une jeune fille du peuple. Coiffée du bonnet phrygien rouge, ce bonnet des esclaves qui se sont libérés des Romains. Elle brandit victorieusement le drapeau tricolore de la République abandonnée en 1815, tandis que dans son autre main a un fusil en montant à l'assaut de la barricade. Incarnation de la liberté, sa représentation n'est pas réaliste de la situation, puisque sa gorge dénudée symbolise une liberté nourricière. Aussi ce personnage cristallise sur lui tous les espoirs de ceux qui, autour, montent sur les barricades. Et quant à l'homme au chapeau, il est paradoxalement habillé. Si le haut de son corps représente le bourgeois en chapeau haut de forme et redingote,
En revanche, en bas, il est avec ses pantalons larges et sa ceinture de flanelle, habillé comme un ouvrier. Très reconnaissable, son visage est un autoportrait d'Eugène Delacroix. Delacroix donc marque ici son soutien plein et entier à cette révolte populaire, à ces insurgés des Trois Glorieuses. Insurgés des Trois Glorieuses qui tombent sous les tirs de la répression. Tombés parmi les cadavres, blessés, c'est à la vue de cette liberté guidant le peuple qu'il se relève. C'est en fait cette exaltation de la liberté qui les fait se redresser. À l'instar de ce personnage qui, à la vue de la liberté surgissant sur le haut de la barricade, se redresse et la fixe, prêt pour un deuxième assaut malgré ses blessures. D'autres, en revanche, à ses pieds et sous lui, sont amoncelés en tas de cadavres. Et dans ce détail très en arrière-plan que j'ai zoomé, donc qui est très pixelisé, vous distinguez le bicorne d'un polytechnicien. Ce qui indique, c'est le détail que veut mettre en exergue Delacroix, que c'est cette élite issue de la méritocratie napoléonienne, eh bien elle aussi monte au créneau, c'est-à-dire qu'elle participe aux barricades de cette insurrection, de cette révolution des Trois Glorieuses, pour un retour à des valeurs plus en conformité avec celle et de la République et cette méritocratie des années impériales. Un personnage est aisément reconnaissable, c'est le gamin des rues de Paris, ce Gavroche qui sera incarné par Victor Hugo dans Les Misérables et que l'on associe son béret vissé sur la tête et les pistolets à chaque main. Il va ramasser les balles qui tombent et qui n'ont pas été utilisées, la poudre pour recharger les armes. Bouche ouverte car il chante, il crie, il encourage les autres à monter à l'assaut de la barricade. C'est une image très très vivante qui vous fait totalement plonger dans la partie des Misérables de ces Trois Glorieuses où Marius, Éponine et le frère d'Éponine, Gavroche, sont sur ces barricades et où ce gamin des rues, ce Gavroche, qui s'est pratiquement élevé tout seul, chante et va tomber sous le coup des balles. Donc vous avez ici l'image vivante dont s'est inspiré Victor Hugo pour son roman, ce roman est organisé et articulé à un moment donné très fortement autour de ces Trois Glorieuses. Et pour rappel, en 1830, Eugène Delacroix a 32 ans, mais Victor Hugo en a 28. Donc ces deux personnages, ces deux artistes, l'un peintre et l'autre écrivain, sont contemporains de cette révolution de juillet, de ces Trois Glorieuses de 1830. Ces Trois Glorieuses de juillet 1830, ces insurgés, c'est aussi ces cadavres qui s'entassent au pied de la barricade, cadavres en hommage à Théodore Géricault et à son radeau de la Méduse. Théodore Géricault, peintre décédé en 1824 et très très jeune, est un ami proche d'Eugène Delacroix. Lui aussi, issu d'une famille aisée, il a, au contraire d'Eugène Delacroix, mené une vie débridée et va s'éteindre très précocement. Ce radeau de la Méduse, 1818-1819, est à l'origine d'un véritable mythe. Le thème du tableau est basé sur un fait divers, le naufrage en 1816 de la frégate La Méduse et le devenir de ses survivants. En revanche, Géricault a totalement imaginé et brodé sur la légende avec ce radeau. Les premiers 147 survivants ayant réussi à se maintenir à la surface de l'eau n'ont pas dérivé sur ce type d'esquif. Il ne restera à la fin que 8 d'entre eux. Ce tableau gigantesque de près de 5 sur 7 mètres
avec cette étude très particulière que va opérer pendant presque un an Géricault dans son atelier pour obtenir la palette de couleurs parfaite, cette tessiture toute particulière de la peau des cadavres à différents stades de décomposition et avec l'évocation également de scènes d'anthropophagie qui ne sont pas un tabou à l'époque, du moins pour ce qu'il y est, on va dire, de la culture militaire maritime. Mais cependant, pourquoi le mythe du radeau de la Méduse? C'est bien parce que Théodore Géricault s'est enfermé pendant presque une année en multipliant les expériences avec des cadavres qu'il s'est procurés auprès de bourreaux, des suppliciés, des condamnés à mort, et également grâce à des contacts en faculté de médecine. Il a donc disposé différentes parties du corps humain pour les peindre à différents stades de décomposition. Eugène Delacroix, d'ailleurs, en témoigne, très soucieux de la santé de son ami, en se rendant à son atelier et le suppliant d'arrêter ses expériences dans un milieu malsain pour la santé de Théodore Géricault. Théodore Géricault qui a aussi tenu à recevoir lui-même tous les survivants de cette frégate La Méduse pour les interroger à partir du naufrage et jusqu'à leur sauvetage sur toute la chronologie des événements. Et c'est cet ensemble qui est un véritable mythe aujourd'hui sur la réalisation de cette œuvre immense, de ce tableau gigantesque, de ce cauchemar d'un peintre dans son atelier. Et certains historiens de l'art, critiques de l'art, ont extrapolé que ce radeau de la Méduse était aussi le radeau d'une France à la dérive, cette France de 1818-19 qui a oublié tous ses acquis républicains et révolutionnaires et qui tombe en déliquescence. Vous remarquez également le ciel du tableau de Géricault, ce ciel chargé, ce ciel bouleversé lui-même, qui répond par sa noirceur, par sa lourdeur menaçante au désespoir des survivants du naufrage à la dérive, mourant de faim, sans eau potable. Comme la mer démontée est aussi une réponse à leur désespoir. Tout concourt donc à faire correspondre aux sentiments des personnages, au désespoir des personnages, les éléments naturels, et c'est le fondement même du mouvement romantique, autant dans la littérature que dans la peinture. Je termine cette incursion en histoire de l'art par ce commentaire plus plastique de la liberté guidant le peuple, avec l'icône de Paris, Notre-Dame de Paris, que l'on devine en arrière-plan du tableau. Et cet angle, d'ailleurs, n'existe pas. C'est Eugène Delacroix qui l'a entièrement recréé. Mais c'est intéressant de voir qu'à l'époque, Paris est vraiment assimilé à sa cathédrale qui sera, et vous le savez, évidemment, le sujet du roman, publié par Victor Hugo en 1831, Notre-Dame de Paris. Et nous allons terminer ici. L'issue de ces trois glorieuses n'est pas un mystère, c'est la chute de la deuxième restauration. Mais comme ce montage est très long, je réserverai un troisième, la fin du chapitre. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et vous retrouve mercredi pour la fin de cette Europe entre restauration et révolution. Au revoir.